Il n'avait eu aucune réponse à ces... C'était la belle vie. Il n'avait eu aucune réponse à ces questions. Certains hommes, se dit-il, appréciaient ce genre de comportement, comme son cousin, à l'évidence. Aucune contestation de l'orgueil du mâle, que cela pouvait même flatter, et puis il y avait les compensations. On s'occupait de lui avec une compétence parfaite. Roland devait avoir été tranquillisé par une maison bien tenue, par toute l'attention dont son confort faisait l'objet. Il était même persuadé lui-même qu'un marché semblable, un arrangement de cet ordre, aurait pu se justifier. Mais c'était à des années-lumière de l'amour véritable, le genre de mariage qu'aucun romantique digne de ce nom n'aurait pu envisager. Il y aurait un certain confort à en attendre, mais peu de sincérité. L'absence de sincérité ou sa perte pouvait à la longue se révéler trop coûteuse. Son premier séjour hors de la maison de ses parents pour fuir le Blitz lui revint brièvement en mémoire. Il était petit, terrifié, et n'avait nulle envie d'être hébergé chez les autres. Ce n'était pas de l'inconfort, pourtant considérable, dont il se souvenait, mais des conversations impénétrables. Or maintenant il avait l'impression d'être contraint en permanence à écouter un discours dans lequel il ne devait prendre aucune part. « Je vais préparer le thé, dit-elle. Ce ne sera pas du luxe pour vous après une expédition pareille. » Elle eut un rire enjoué, mais il remarqua qu'elle avait du mal à se lever de son fauteuil, et il révisa légèrement son âge à la hausse. Quel âge avait-elle? Elle était certainement son aînée, de 2 ans peut-être. « Prenez-vous soin de votre santé ? Demanda-t-il. Il paraît que nous devons faire de l'exercice, que la marche est excellente. Je sors rarement seul, comme je vous l'ai dit, des amis m'accompagnent quand je me déplace. Il renonça. J'imagine que vous avez envie d'une soirée tranquille, dit-il. Oh, l'une des filles va sans doute passer. Un peu plus de thé? Non, je ne veux pas vous retarder, si vous êtes pris. Un autre silence. Comment vous sentez-vous? Vous avez bonne mine, vous ne changez pas, hein? Il était significatif, se dit-il, qu'elle lui demande toujours comment il allait à la fin de la conversation et non au début. Peut-être craignait-elle qu'il ne lui inflige le récit d'ennuis de santé qu'il devait lui laisser ignorer, et les ignorer lui-même. Pareilles confessions, pareilles inquiétudes intimes, en l'occurrence c'est ce qu'elles seraient, ne devaient pas être autorisées. « Je vais bien, dit-il. Faites attention à vous, je vous appellerai. Merci pour les fleurs, j'attendrai de vos nouvelles. » Maintenant que la visite se terminait, elle était soulagée, peut-être plus que d'habitude. Une fois encore, il s'avoua vaincu. Lorsque la porte se referma derrière lui, il eut l'impression que son claquement était irrévocable. L'espace d'un instant, il eut peur pour elle, pour eux deux. Elle, au moins, aurait des visites. Lui, des visites. Il ne serait, lui, que trop conscient de son petit appartement. Il se vit emprisonné dans une coquille de noix, avec la menace constante de cauchemars. Elle s'ennuyait avec lui, à l'évidence, mais peut-être préférait-elle la compagnie des femmes. Les femmes étaient censées être plus indulgentes, en tout cas moins critiques, bien qu'il s'en doutât fort. En tout cas moins critiques, bien qu'il en doutât fort. Et les filles, comme elle les appelait, étaient peut-être loyales et posaient des questions sur son admirateur. « Votre admirateur est-il venu aujourd'hui, Héléna? Il est très fidèle, hein ?» Ce serait le principal bénéfice de cet après-midi. Pourtant, avec lui, elle était sur la défensive. Ils le sentaient l'un et l'autre. Comment justifier ces visites, sinon d'une façon qu'elle serait susceptible de comprendre? Cette continuité qu'il recherchait entre un passé peuplé et un morne présent,
n'offrait guère un terrain propice à la communication ardente. Une fois les maux de l'amour relégués au passé, les maux de la vie se remarquaient davantage. Il avait conscience de sa fatigue, et il éprouvait toujours un léger vague à l'âme à la tombée du jour. Héléna devait l'éprouver aussi. Malgré tout son égoïsme et sa quête implicite de réconfort, elle était vieille et sans aucun doute inquiète. Les visites qu'il lui rendait avaient une valeur douteuse, en dehors du statut qu'elle conférait à Héléna aux yeux de ses amis, dont il se demandait si leurs égards dureraient éternellement. Il regretta, comme cela lui arrivait si souvent aujourd'hui, son emploi du temps de l'époque où il travaillait. Maintenant qu'il ne l'avait plus, il était vraiment seul, situation sur laquelle il refusait de s'apitoyer, mais dont il souffrait malgré tout beaucoup. Il allait espacer ses visites, se dit-il, les réduire à un minimum. Il expliquerait qu'il serait absent quelque temps. En fait, il partirait. Fuirait l'obscurité envahissante qui ne semblait jamais aussi palpable que lorsqu'il attendait debout à un arrêt de bus désert un dimanche soir de fin novembre. Il irait passer la période des fêtes dans une ville touristique du Sud. Il lui écrirait en rentrant. « J'ai oublié de vous dire, » annoncerait-il, puis il consulterait ses guides de voyage. Noël était un moment malvenu pour supporter un simulacre de famille. 4. Il opta pour Venise, car ce n'était pas le choix le plus évident, et il savait qu'il serait bien au Danieli. Il se justifia, comme toujours, devant un parterre de critiques invisibles. « Je ne dépense pratiquement rien, leur dit-il, et de toute façon je n'ai pas d'héritier. » Comme toujours, il passa l'épreuve, mais de justesse. Dans l'avion, il aida la passagère du siège voisin à ranger ses différents sacs dans le coffre à bagages au-dessus d'eux. Elle le remercia avec effusion. « Cadeau de Noël, dit-elle, une corvée. Mais pour quitter Londres, que ne ferait-on pas ?»« C'est un soulagement, opina-t-il. Vous partez en vacances ? » ?»« Quelques jours. Comme moi. Je trouve que Noël est toujours un moment difficile. » Il en convint de nouveau. « Pourquoi Venise ? » Attends, alors je ne sais pas si c'est lui. Attends. Il en convint. Oui. Oui. Il. Oui, mais comme je prends deux voix différentes, vaut mieux que j'essaie de prendre la bonne, tu vois. Donc j'y vais. Il en convint de nouveau. Pourquoi Venise ? Oh, j'ai toujours aimé cette ville. Oui, excuse-moi. Pourquoi Venise ? Oh, j'ai toujours aimé cette ville. Et l'on peut y être seul, ajouta-t-il en silence. Vous allez chez des amis, tous ces cadeaux de Noël, précisa-t-il. Oui, une ou deux personnes à voir. Je vais chez une vieille amie près de l'Académia, mais elle ne sera pas là tout le temps. Je serai seule les derniers jours. Elle eut un rire enjoué. En ce moment, je suis abonnée à ça, on dirait. Il s'étonna de sa loquacité peu commune. Peut-être réagissait-elle toujours ainsi, comment savoir. Pendant le vol, elle lui dit qu'elle travaillait à mi-temps pour une organisation charitable, qu'elle était divorcée de fraîche date, et qu'après ses vacances, elle garderait la maison d'amis à Onslow Gardens pendant leur absence. Il s'abstint de lui dire qu'ils seraient virtuellement voisins, mais son intérêt s'éveilla à cette perspective. Elle paraissait fébrile, euphorique peut-être. En temps ordinaire, il l'aurait évitée. « Victoria Gardner !» dit-elle spontanément. « Victoria Gardner !» dit-elle spontanément. « Mais tout le monde m'appelle Vicky. »« Paul Sturgis. »« Et vous, vous allez chez des amis aussi ?»« Non, je ne connais personne à Venise. »« Oh, c'est triste. »« Pas du tout, j'aime bien être seule. Je suis en retraite. »« Quelle chance !»« Vivement mon tour. »« Mais j'ai le sentiment de faire œuvre utile, vous savez. Et de toute façon, je peux toujours compter sur mes amis. » Pour se faire loger, pensa-t-il. Ou du moins pour profiter de leur hospitalité. Il lui glissa un regard de biais. Jolie femme, près de 50 ans ou un peu plus, blonde, soignée. Seule la nervosité apparente, les doigts qui se portaient sans cesse aux boucles d'oreilles ou repoussaient les cheveux en arrière, faisaient une légère ombre au tableau. Elle avait envie de parler, à l'évidence, bien qu'il lui eût donné peu d'ouverture. Elle semblait ne pas en avoir besoin.
et être habitué à faire la conversation à des étrangers. Lorsque l'avion se prépara à atterrir, il lui rendit ses bagages et lui souhaita un joyeux Noël. « Oh non, protesta-t-elle, ne me rappelez pas ce jour-là. Je le redoute chaque année. C'est un moment tellement sinistre, tellement pénible, et qui me rappelle tant de souvenirs, pas tous agréables. Merci beaucoup. Vous avez été très gentil de me supporter. Maintenant, il me reste à affronter ce séjour. » Il lui donna sa carte. « Nous nous rencontrerons peut-être, dit-elle. Venise est toute petite. » Il opina. « Sûrement. » C'était la moindre des politesses de répondre cela. « Où logez-vous ?»« Au Danieli. »« Ah, magnifique. Bon séjour. » Ils disparurent dans des taxis nautiques différents, car il y avait plus de voyageurs qu'il ne l'avait imaginé. Pendant qu'il traversait l'eau sombre, secoué dans le bateau, il chassa la passagère de son esprit, ou plutôt la relégua au statut des étrangers dont elle faisait partie en vérité. Il ne s'attendait pas à la revoir. Venise l'enveloppa, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Le soir tombait très tôt, et il trouvait que cela correspondait bien à son humeur, qui était douce, méditative et paisible. Il prenait son petit déjeuner tôt et partait ensuite se promener sur les placettes obscures qui lui étaient devenues familières lors de ses précédentes visites. Il buvait un expresso dans un café peu fréquenté avant de regagner le Danieli pour s'acheter un ou plusieurs journaux. Ses livres ne lui manquaient pas. Il réservait sa concentration au merveilleux silence des rues où il n'était pas possible de regretter l'absence de compagnie. Le bavardage de la femme de l'avion n'aurait pas été le bienvenu dans cette atmosphère de calme, de détachement presque. Pourtant, en regagnant l'hôtel pour le déjeuner, le journal toujours sous le bras, il soupirait légèrement à la perspective de l'après-midi à venir. Il était hors de question de faire la sieste. Se réveiller dans une chambre inconnue obscure était effrayant rien que d'y penser. Il ressortait et allait s'asseoir à la terrasse du Florian, buvait son café à loisir en écoutant la musique. Puis, à une heure convenable, il rentrait, prenait son bain et descendait dîner. Les serveurs étaient gentils avec lui, car ses bonnes manières et son apparence discrète inspiraient le respect. Il ne se pressait pas pour prendre son repas et se disait qu'il n'avait pas autant mangé depuis des mois. Il lui arrivait de boire un dernier verre dans un bar accueillant et même de faire encore un tour. Il sombrait dans son vaste lit avec un soupir de soulagement. Pourtant, il ne souffrait pas de la solitude, ou pas plus que d'habitude. Il était presque surpris de constater que ce voyage entrepris par désespoir était finalement plutôt réussi. Puis, comme d'habitude, il se rendait à l'Accademia malgré son indifférence croissante à l'art et à la beauté. Il regardait consciencieusement Carpaccio, enregistrant seulement la résistance qu'il éprouvait face à cet univers distant, ses dévotions, cette absence de jugement. Les musées étaient silencieux, sombres, vides, et, il se connaissait si bien, il renoncerait à la tâche qu'il s'était fixée, considérant qu'elle était invalidée par le sens du devoir même qui lui avait fait prendre... Oh là. Et il se connaissait si bien, il renoncerait à la tâche qu'il s'était fixée, considérant qu'elle était invalidée par le sens du devoir même qui lui avait fait prendre ce chemin à peine une demi-heure plus tôt. Il renoncerait à la tâche qu'il s'était fixée, considérant qu'elle était invalidée par le sens du devoir même qui lui avait fait prendre ce chemin à peine une demi-heure plus tôt. Il regagnait alors le silence de l'extérieur, qu'il trouvait, sinon plus accueillant, du moins plus réaliste, puisqu'il promettait qu'il en serait à jamais réduit en sa propre compagnie. Quand on prend pas oui. Non, mais c'est sûr. S'il veut bien, voilà, il veut bien. Donc, je continue direct. On va replonger, on va retrouver. Qu'est-ce que t'en penses À sa propre compagnie.
Le matin de son dernier jour, il s'assit à la terrasse du Florian et contempla une dernière fois Venise. Il ne pensait pas y revenir, mais l'idée de retrouver son appartement sombre, ses journées vides et ses trajets rituels l'oppressa comme une malédiction. Il s'en accommoderait, il le savait, lui qui toute sa vie s'était accommodé, ce qui en soi était une forme d'échec. Il but son café et se prépara à partir, bien que la perspective de devoir marcher encore fût dépourvue d'attrait. Quand il vit la femme de l'avion traverser la grande place, il se leva avec empressement et agita un bras. Le sourire ravi qu'elle lui adressa transforma sa journée. « Bonjour, dit-il. Alors vous avez survécu à Noël ? Tout juste. Ah, du café, oui, volontiers. » Sans son maquillage, sans ses boucles d'oreilles, elle paraissait plus âgée. Elle avait troqué ses pantalons de ville contre un t-shirt noir, un pantalon noir et une veste de cuir. Il se dit qu'elle devait avoir 53 ou 54 ans, belle femme, mais assez marquée. Fugitivement, il éprouva le plaisir de l'instant partagé, même si sa compagnie devait se révéler ennuyeuse. « Vous restez encore combien de temps ? demanda-t-il. « Ah, jusqu'à la fin de la semaine. Rien d'urgent ne m'attend. Et je garde la maison d'amis. Je vous l'ai dit, je crois. »« Oui, à Onslow Gardens. Vous n'habitez pas Londres ? » ?»« J'habite à la campagne, dans le Kent. Shoreham. Je connais, j'allais me promener dans ce coin-là quand j'habitais au sud de Londres. C'est charmant. Pas pratique du tout. J'adore la maison, mais elle appartient à mon mari. Mon ex-mari, pour être plus précise. Il me laisse y habiter quand il n'est pas là, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est un peu comme une multipropriété. C'est pourquoi je m'échappe quand je peux. Il doit rentrer bientôt, et je crois qu'il va falloir en arriver à un arrangement un peu plus formel. Il a été tout à fait généreux, mais je crois qu'il devra me donner une pension convenable. Elle repoussa ses cheveux du geste qu'il se rappelait. Peut-être retournerez-vous vivre avec lui, ce n'est pas bon d'être seul. Ne m'en parlez pas. Seulement, il a trouvé quelqu'un d'autre. Oh, je pourrais le récupérer, mais à quoi bon ? Pour vaincre la peur de mourir, se dit-il, et il découvrit à sa grande horreur qu'il avait parlé tout haut. Elle le regarda surprise. Brusquement, ils étaient redevenus des étrangers. Alors attends, qui est-ce qui parle ? Des étrangers. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas l'air. Non, non. Attends, je ne sais plus qui parle. Oui, voilà. Des étrangers. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas l'air. Non, non, bien sûr que non. Ne faites pas attention. Vous avez des projets pour la journée ? Pas vraiment. Voulez-vous déjeuner avec moi ? Je pars demain. Quelle bonne idée. Je ne devrais pas être aussi bavarde. Mais vous êtes quelqu'un à qui l'on parle facilement. D'autres le lui avaient déjà dit dans le passé, alors qu'il n'avait pratiquement pas ouvert la bouche. Un schéma qu'il reconnaissait sans s'en offusquer. En fait, il était ravi de la tournure que prenaient les événements qui allaient donner à son départ un tour presque cérémonieux. Et il décida qu'il la trouvait sympathique, que c'était une femme très bien sous tout rapport. Son histoire était certes peu conventionnelle, mais à cette époque sans règles, la plupart des arrangements ne l'étaient pas. Excusant aussitôt ses éventuels manquements, il jugea que le mari était un imbécile. Lorsqu'ils quittèrent la place sans hâte, il eut enfin le sentiment d'être un vrai voyageur, un homme mûr pour des rencontres de hasard et à qui la chance n'était pas interdite. Londres semblait très loin, quelque part dans le futur. Pourtant, malgré la splendeur du cadre, malgré tout ce qu'il savait sur les peintres et les écrivains célèbres de cette ville, c'étaient une fois de plus les humbles détails domestiques qui l'enchantaient. Un petit enfant récalcitrant, vêtu beaucoup trop chaudement et poussé par une grand-mère, ou la situation fascinante de sa compagne, qu'il se promettait de cerner de plus près. Et Shoreham, qu'il connaissait bien, qu'il se promettait de cerner plus près, et Shoreham, qu'il connaissait bien,
étant souvent allé s'y promener, comme il le lui avait dit, lors de ces dimanches silencieux. Ces dimanches, tous les dimanches en fait, il les rejetait maintenant avec un frémissement d'horreur. Il avait été si longtemps d'horreur. Il y avait été si longtemps condamné qu'il les avait acceptés comme un mode de vie. Or, voilà qu'aujourd'hui, il semblait s'être affranchi de tout cela. Les cloches sonnaient, les pigeons se dispersaient, il lui prit doucement le bras. Si nous allions manger du poisson, proposa-t-il, je connais un bon restaurant près d'ici. Les serveurs, avec leur manière parfaite de Vénitiens, semblaient leur manifester les égards dus à un couple. Il s'adjura de ne pas trop boire. Il courait le danger de succomber à un fantasme. Elle avait au moins, ou tout au plus, 20 ans de moins, 20 ans de moins que lui, et il ne savait rien d'elle. Il aimait la façon dont elle avait accepté l'invitation, avec un plaisir manifeste. Il aimait son large sourire. Quand elle lui demanda dans quelle branche il travaillait, il se sentit comblé. Dans son expérience, les femmes ne s'intéressaient pas au travail de leur interlocuteur, et de toute façon, il ne pouvait plus les assommer avec un travail qu'il n'avait plus. Je suis à la retraite, dit-il. Avant, je travaillais dans une banque, ce qui doit sembler très ennuyeux. Mais en fait, j'aimais bien mon travail, ou peut-être me convenait-il parfaitement. J'aimais voir les gens arriver chaque matin avec leurs sacoches et leurs journaux. Peut-être aimais-je juste les gens au travail, ou l'idée des gens au travail. Il lui jeta un rapide coup d'œil et vit qu'elle avait décroché. Parlez-moi du vôtre, dit-il. Ennuyeux aussi. Je travaille dans un bureau avec 3 autres femmes, 3 jours par semaine. Nous nous occupons des petits Africains atteints du sida. Vous imaginez? Cela paraît un peu extrême. Le pire, c'est que l'argent, des sommes énormes, incroyables, ne semble rien changer au problème. En effet, cela doit être très décourageant. Je déteste ce job et mes 3 collègues. Si une chose était susceptible de me convaincre de retourner auprès de mon mari, ce serait la perspective de continuer à travailler encore un moment. C'est une possibilité? Oh, nous en discutons. Il y a eu des fautes des 2 côtés. J'ai divorcé quand il m'a parlé d'une autre femme. J'aurais pu tourner la difficulté, mais je n'ai pas été très polie. Le problème, c'est qu'il ne me l'a pas pardonné. Vous l'aimez toujours? Elle le regarda, visiblement surprise et un peu agacée. Il vit qu'à nouveau elle ne le suivait plus. Pardonnez-moi, dit-il. J'ai manqué à tous mes devoirs. Voulez-vous du café? Merci. Et oui, je l'aime sans doute encore. Elle se laissa retomber sur le dossier de sa chaîne, de sa chaise, visiblement peu disposée à poursuivre la conversation, mais aussi lasse, comme si la question lui avait déjà été posée très souvent. Les femmes, il le savait, faisaient preuve de délicatesse en pareille circonstance, tandis qu'il s'était simplement rendu coupable de curiosité. Il n'imaginait pas qu'on pût divorcer pour une offense si mineure, pas plus qu'il n'imaginait qu'on pût échanger un foyer conjugal contre une vie d'expédient. Même ses parents, pourtant malheureux et austères, étaient restés fidèles à l'état matrimonial. Il se dit alors qu'il devait éviter les questions trop appuyées, c'était aux femmes de les poser. Son rôle à lui, c'était de payer l'addition qu'on lui présentait justement. Ce déjeuner a été délicieux, dit-elle, de façon un peu guindée. La journée ne m'inspirait guère d'enthousiasme, pas plus que celle de demain d'ailleurs. Tiret. Vous savez que nous serons voisins à Londres. Nous pourrions peut-être redéjeuner ensemble, ou dîner plutôt. Ce fut son tour de s'appuyer au dossier de sa chaise, soudain épuisé. Voilà qui ne lui ressemblait pas du tout. Pourtant, c'était ainsi que se comportaient les hommes, ou du moins les hommes jeunes. Il se sentit ridicule.
Malgré tout, il lui donna son numéro de portable et dit qu'il espérait la revoir à Londres. Après cet aveu, il eut hâte de prendre congé. En quittant le restaurant, il sentit le froid humide le pénétrer. C'est l'hiver, se dit-il. À son âge, il était peut-être en train de se ridiculiser. La sinistre perspective de retrouver son appartement se rapprochait, mais Mrs. Gardner répondit. Cela me ferait très plaisir, je vous appellerai une fois rentré à Londres si vous voulez. Ils échangèrent une poignée de main assez formelle devant le restaurant. Sentez-vous très libre, dit-il, comme s'il était toujours directeur d'agence et elle cliente. Puis il la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ait presque disparu et finit par tourner les talons et se préparer à partir, lui aussi. Chapitre 5. À Londres, il faisait extrêmement doux pour la saison, plus qu'à Venise, semblait-il, et sombre, sans l'immensité du ciel et de l'eau, ni les reflets sur la lagune qui conféraient à Venise sa noblesse. La ville paraissait vidée de ses habitants, même les quelques magasins ouverts affichaient des étagères dégarnies, comme si les Londoniens restés là ne méritaient que du mépris. Apparemment, il était impératif de partir entre Noël et le jour de l'an, et il devait se forcer à se rappeler qu'il s'était lui-même absenté, car son voyage n'avait pas du tout rempli son objectif, à savoir lui donner une impression de changement. L'atmosphère de l'appartement était légèrement comminatoire, comme s'il s'était rendu coupable d'un manque de vigilance et que le changement risquait de se manifester par un détail échappant à sa volonté. Son propre voyage, très sage, apparaissait maintenant sous son jour réel, une initiative timorée, hésitante. L'appartement lui-même était comme toujours décevant. Pendant quelques instants, il se laissa aller à son fantasme d'un autre intérieur, empli d'objets plaisants et installés différemment. Une pièce à l'est pour le matin, une arrière-cuisine avec une porte donnant sur un jardin à l'arrière, une vraie entrée avec un vrai porte-manteau, des cheminées dans toutes les pièces. En fait, son rêve ressemblait à une ancienne maison, celle qu'il n'avait jamais eu de cesse de quitter. Sa mère, il s'en souvenait, s'asseyait devant une vraie coiffeuse, ornée d'un jeu complet de brosses en argent. Des gens vivaient encore ainsi, il le savait, dans des maisons de banlieue bien agencées. Mais il fallait être né dans une maison de cette taille, car il n'avait plus les moyens d'en acheter une aujourd'hui, et il n'en avait pas non plus l'usage. Il ne... Il n'en revoyait pas moins cette vieille maison chaque soir, avant de s'endormir, montait les escaliers, laissait glisser sa main sur la rampe, ou mangeait des tartines beurrées assis à une table de cuisine disparue depuis longtemps. Au cours de ce tour du propriétaire, entre veille et sommeil, entre réminiscence et fantasme, il retrouvait quelque chose de sa jeunesse et se revoyait même en jeune homme naïf et confiant qui, pendant une courte période, avait eu un présent et un avenir. Vous êtes tellement bien situé ici, lui disait-on de son appartement, qui avait jadis représenté ce qu'il croyait être la solution appropriée au problème du choix d'un lieu de vie, d'un mode de vie. Lorsqu'il était invité à dîner, il évaluait subrepticement le confort des installations des autres, avait envie de rapprocher une lampe d'un certain fauteuil, de remplacer les volets par des rideaux, alors que son propre appartement, avec ses avantages réduits, son indéniable commodité, lui semblait toujours un lieu étranger. Il y avait, pensait-il pour la énième fois, un terme freudien
tout à fait approprié pour le dit appartement. Unheimlich. Cela le détruit. Ce qui signifie, note de la lectrice, peu domestique. Cela le décrivait à la perfection. En un mot, il ne s'y sentait pas chez lui. Aujourd'hui, le monde connu était fragmenté et il se trouvait exilé dans ce voisinage d'étrangers. Ses rêves étaient moins romantiques que territoriaux. Il retournait sur d'anciens chemins. Il en allait de même pour les amitiés qui, à l'instar de cette vieille maison, étaient légèrement anachroniques, comme ses amis perdus de sa jeunesse, témoins bienveillants de leur évolution mutuelle, qui savaient, mais ne jugeaient pas, humble et nature, au sens littéral, puisque les goûts liés à la culture venaient plus tard. En leur compagnie dans ce cadre, il s'était autrefois senti en sécurité totale, au point de pouvoir s'autoriser des projets d'évasion, et, le moment venu, les avait mis à exécution. Et, par une de ces voies détournées que certains pourraient appeler le destin, il s'était retrouvé dans ce petit espace, sa valise à ses pieds, comme si son voyage n'avait pas eu plus de réalité physique qu'un de ses rêves, et n'avait été qu'une métaphore. Une carte qu'il ramassa sur son paillasson l'invitait à un pot de nouvel an, dans le bureau du président de la banque, comme chaque année depuis qu'il avait pris sa retraite. Il accepterait naturellement et partirait comme toujours, avant que ne commencent à circuler de vagues projets pour le dîner. Il serait rentré avant que la véritable fête commence. Jamais il ne regrettait son départ prématuré, auquel les autres s'attendaient maintenant. On supposait qu'il était invité ailleurs, et il n'avait jamais levé l'équivoque. En de telles circonstances, se retrouver seul lui paraissait à la fois enviable et détestable. Il avait l'impression que quelque chose avait changé de place dans l'appartement et, après avoir passé une demi-heure à chercher en vain ce que cela pouvait être, il finit par se rendre compte que c'était son absence récente qui avait donné à son cadre cette étrangeté. Il entendit son jeune voisin, qui avait un poste à la City, dévaler l'escalier en partant travailler. Le travail, voilà ce qui manquait. À l'âge de 17 ans, il avait entendu son père insister sans relâche sur l'importance du travail, ce qui l'avait exaspéré. Ce n'était peut-être pas l'avis le plus éclairé à donner à un jeune, frais et moulu du lycée. De plus, il savait que son père était motivé par le sentiment qu'il avait d'avoir raté sa vie. Aujourd'hui, il appréciait la pertinence du conseil. Le travail l'avait sauvé, bien qu'il eût secrètement espéré que quelque chose de plus intéressant donnerait à sa vie couleur et sens. Il comptait sur l'amour, à l'époque comme aujourd'hui. Mais à cet égard, il n'avait pas mieux réussi que son père. Sturgis aimait les femmes avec nostalgie et ne faisait pas de distinction entre elles. Toutes étaient porteuses d'une promesse d'épanouissement, et si cela s'était révélé illusoire, il n'en appréciait pas moins leur matérialisme confiant, l'aisance apparente avec laquelle elles abordaient la vie quotidienne. Les femmes qu'il avait choisies et qui avaient d'une manière ou d'une autre décidé de ne pas donner suite avaient été beaucoup plus perspicaces que lui et perçues, dans la cour banale qu'il leur faisait, la perspective d'une nuit d'ennui, alors qu'il croyait, lui, leur donner tout ce qu'elles désiraient. Or, elles voulaient des émotions qu'il ne pouvait fournir. Maintenant, il se rendait compte qu'elles avaient eu raison d'agir comme elles l'avaient fait. Il n'avait pas conservé de souvenir des deux relations, qui avait le plus compté pour lui, ayant compris que son héritage affectif. Ok, ok, ok.
Est-ce qu'au niveau de la sonorité, c'est assez fort? Est-ce que c'est assez fort? Bon, alors je reprends. Bip, 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 bip. Il n'avait pas conservé de souvenir des deux relations qui avaient le plus compté pour lui, ayant compris que son héritage affectif n'était pas adapté à la quête chevaleresque qu'il s'était fixée comme objectif. Pourtant, il gardait une curiosité voisine de la fascination pour l'esprit des femmes, que Freud lui-même, il ne l'oubliait pas, n'avait pas réussi à percer à jour. Pour leur mélange de frivolité et de détermination, leur altérité absolue. Il regrettait de ne pas connaître plus de femmes. Une sœur aurait pu lui expliquer ces choses-là, mais il n'en avait pas eu, et les femmes qu'il avait aimées avaient refusé de jouer ce rôle. Cela, il se le reprochait, tout en se disant à plusieurs reprises que d'autres hommes devaient éprouver secrètement la même chose. Il pensa brièvement à la femme de l'avion et espéra qu'elle ne se manifesterait pas. Il restait finalement sur une impression d'irritation de sa part à lui et sans doute de la sienne à elle aussi. À la fin de leur déjeuner, il s'était dit qu'elle ne ferait pas l'affaire. Elle était certainement arrivée à la même conclusion. Comment pourrait-il en être autrement? Elle était encore jeune et il était vieux, pourvu que sa fatigue n'ait pas été trop visible. Mais elle semblait découragée. Il avait éprouvé il avait éprouvé de la pitié mêlée d'une certaine impatience. Son histoire de divorce, d'absence de toit, n'était pas très convaincante. Il avait perçu un désir de vengeance, plus que du chagrin. Il la soupçonnait d'avoir eu plus de tort qu'elle ne voulait bien le dire, mais d'être bien décidée à se gagner la sympathie des autres, qui était sa carte la plus forte. À l'évidence, elle n'était pas femme à vivre chichement. Elle voulait plus, beaucoup plus qu'elle n'avait. S'ils devaient se revoir, elle en dirait sans doute plus long sur elle-même et son problème actuel, qui donnait l'impression d'être le mécontentement, assurément, mais aussi l'ennui. Il n'avait pas l'intention d'être gentil. On lui avait soutiré une certaine sympathie à son corps défendant, mais il la reconnaissait pour ce qu'elle était, un reliquat de sentiments antérieurs inutilisés. L'autre personne dont il espérait ne pas avoir de nouvelles était Héléna, la pseudo-parente, dont il ne recherchait pas la compagnie pour se faire plaisir, mais, d'après lui, pour lui faire plaisir à elle. Il y allait de son devoir, comme vestige d'une famille disparue, de s'assurer qu'elle était toujours vivante et d'afficher la plus grande cordialité. Il savait qu'aucun sentiment n'entrait en ligne de compte. Malheureusement, l'habitude ayant été prise, il était difficile de la rompre maintenant, même si l'enjouement qu'il manifestait en arrivant était régulièrement douché par l'indifférence de sa cousine lors de ces lugubres dimanches après-midi. Il devait s'enquérir tout aussi régulièrement de ses activités, les siennes restaient ignorées, pourtant il remplissait son rôle, il permettait à Héléna de faire étalage de son autonomie et même de commenter l'assiduité de son cousin et de s'en flatter. Il réussissait à merveille à déguiser sa propre indifférence, peut-être mieux qu'elle, et,
Tous les amis auxquels elle parlait de lui devaient assurer Helena de son triomphe. La question la plus pénétrante qu'elle lui ait jamais posée était: qu'est-ce que vous faites de toute la journée? Avec la meilleure volonté du monde, il ne pouvait ignorer le sous-entendu légèrement insultant. Pour éviter de répondre, il avait regardé sa montre avec un sursaut de surprise, s'était excusé de rester si peu, et s'était éclipsé, laissant entendre qu'il avait des gens à voir et des rendez-vous à honorer, ce qu'il savait faire à merveille. En toute honnêteté, il devait reconnaître que c'était cette question qui avait motivé son excursion à Venise. L'indignation qu'il avait pu ressentir s'était rapidement muée en tristesse pour eux deux. Lorsqu'il lui téléphonerait pour lui présenter ses vœux, comme il se devait, il espérait qu'elle ne répondrait pas et qu'il pourrait laisser un message plein d'effusion qui ne lui ferait pas perdre la face. Il passerait ce coup de téléphone pendant ce qu'il considérait encore comme la semaine ouvrée, et cela ne l'empêcherait pas de retourner à ses propres activités, quelles qu'elles fussent. Il décida de déjeuner dehors, de se comporter en touriste, ce qu'il avait l'impression d'être, sans racines, obligé de se contenter d'un toit temporaire. Ainsi, son retour dans son appartement pourrait lui sembler moins oppressant. Il se demanda ce qu'il éprouverait à vivre dans un hôtel, un rêve totalement en désaccord avec la pénible réalité des maisons présentes et passées. La vie pouvait avoir une certaine légèreté si l'on refusait de la prendre au sérieux. Et quoi de moins sérieux que de donner sa clé chaque matin avant de sortir pour la journée. Ah, alors c'est là qu'il manque. Attends, je vais vérifier que la page. Attends, maman, hein. Je vérifie que la page n'est pas quelque part. Il me manque une page. Hein. Hein, tu m'entends? Je cherche. Je cherche. Alors, euh, toc, 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 toc. 58, 58, 58, 58. Mhm, mhm, mhm. Ben non, elle a glissé cette page. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, elle a glissé. Bon, eh ben, écoute, maman, si tu veux, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses? On continuera demain. Bon, on sautera une feuille, c'est-à-dire 2 pages, mais je pense que ça nous perdra pas beaucoup, hein, je pense. Hein. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tomber sur nos pieds. Hein. Pip, 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 pip. Il manque une page sur le livre, donc suite. Tout ceci était sans rapport avec son propos immédiat, entretenir la vie à laquelle il était rompu. Cela signifiait acheter de quoi manger et rendre plus engageant son cadre fatigué. Mais il éprouva une certaine révulsion à l'idée de solliciter son propre appétit, et ce fut avec soulagement qu'il quitta l'immeuble et inhala une bouffée d'air humide. Il irait à pied jusqu'à Victoria, achèterait ses journaux et trouverait un restaurant confortable. Il arrêta son choix sur le Goring Hotel, surtout parce que c'était un hôtel, même s'il ne correspondait en rien à celui qu'il avait imaginé. Il prit un siège avec résignation, commanda des plats qui ne le tentaient pas et, comme toujours, entreprit d'observer les autres convives. Il n'avait pas l'air très prometteur. 2 hommes assez jeunes, à une table mitoyenne, avaient un air brusque, dédaigneux, même lorsqu'ils se parlaient. 2 collègues, se dit-il, plutôt que 2 amis. Ils mangeaient sévèrement, concentrés sur l'objet de leur entretien, qui était manifestement d'ordre professionnel plus que social.
Guillemets. Sédon va devoir partir, dit le plus âgé des deux. Pour quel motif? Incompétence. Aujourd'hui, on ne peut plus renvoyer personne pour incompétence sans qu'on invoque les droits de l'homme. J'y suis préparé. Il peut faire traîner, vous savez, le faire savoir à l'extérieur, se poser en victime d'injustice professionnelle. Eh bien, bonne chance, pensa Sturgis. Il éprouvait de la compassion pour l'absence Sédon, contre lequel se tramait un complot, entre ces gens bien nourris et suffisants. Il demanda l'addition pour éviter d'en entendre davantage. Il aurait pu connaître un sort analogue s'il n'avait eu l'élégance de partir. On ne pouvait certes pas lui reprocher l'incompétence, mais il avait été régulier et trop prévisible, donc ennuyeux. Les institutions se lassaient autant que les gens, se dit-il en adressant un signe de tête aimable au garçon, qui le remerciait pour son pourboire généreux comme toujours. Peut-être n'était-ce pas si mal d'avoir pris sa retraite, songea-t-il. Le temps s'était levé après le déjeuner et il décida de rentrer chez lui à pied. Après tout, il n'avait rien d'autre à faire. Il trouva un message sur son répondeur. Allô, c'est Vicky Gardner. Nous nous sommes vus à Venise. Je serai quelques jours à ce numéro-ci. Si vous m'appeliez, ça me ferait plaisir. J'ai été ravie de parler avec vous. Chapitre 6. Au début, il fut contrarié par cette irruption. Il était plongé dans une rêverie, sans doute née du songe familier qui l'avait sidéré par la précision de ses détails. Il se retrouvait dans son ancienne maison, bien que cette fois, elle fut située dans un contexte dans un contexte plus vaste, celui du quartier de son enfance, cette banlieue bourgeoise sans prétention, avec sa rangée de magasins qu'il voyait de la fenêtre de sa chambre. Et eux aussi étaient modestes, un marchand de fruits et légumes, un pharmacien, un coiffeur, une crèmerie. Aucun supermarché à la ronde. Il ne s'était pas encore imposé. Il se rappelait en particulier le pharmacien, un homme digne et corpulent en blouse blanche, qui ne manquait jamais de prendre des nouvelles de sa mère et à qui sa fille avait fini par succéder. Il l'avait connu enfant, au départ ils s'étaient rencontrés, à un âge encore plus tendre, en faisant le trajet de l'école, puis, en grandissant, celui de différentes écoles. En fin de compte, elle aussi avait été promue à la distinction de la blouse blanche, et elle servait les clients avec un sérieux qu'elle tenait de son père. Ils s'appelaient, il au pluriel, toujours par leur prénom. Elle, c'était Patricia, mais ils avaient dû renoncer à leur ancienne familiarité, car maintenant qu'ils travaillaient, il au pluriel, ils devaient être comptés parmi les adultes et étaient censés savoir se comporter comme tels. Il fut surpris de constater qu'il se la rappelait très nettement, n'avait rien oublié de son aspect ni de sa personnalité, et il fut un moment navré d'avoir perdu de vue une compagne aussi naturelle. L'innocence de ces jours-là. On finissait toujours par ressembler à ses parents avec l'âge, à prendre leurs traits, à imiter leurs gestes. Aujourd'hui, devant la glace de la salle de bain, il était sidéré de voir le visage de sa de voir le visage de sa mère le regarder. Mais maintenant, ce visage était vieux, creusé par les soucis et marqué par la déception. La déception était venue à ses parents naturellement, avec le temps, comme dans son propre cas. L'intervalle de la véritable innocence était, il le savait, ce bref moment avant que ne s'installe la déception, à laquelle se combinait chez ses parents la solitude. Pourquoi étaient-ils aussi isolés? Ils avaient peu d'amis et sa mère en souffrait en se comparant à sa famille plus aisée, en particulier ses cousines mariées.
Il n'y avait eu à cela aucune justification particulière, mais c'était devenu un fait établi. Elle au pluriel, elle la considérait avec pitié, estimant qu'elle s'était mal mariée, et à l'évidence, elle s'en disait parfois autant. Mais maintenant, Sturgis pensait que ses parents avaient été assez heureux, tant qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient seuls au monde, sans soutien autour d'eux. C'était ce qu'il éprouvait lui-même aujourd'hui. Voilà pourquoi il retournait sans cesse vers cette époque révolue, bien qu'elle fût devenue de plus en plus triste, car il y avait ses repères, il pouvait saluer de la main Patricia quand il passait devant le magasin, en allant travailler, et elle lui répondait de même, si bien que lorsqu'il s'installait à l'arrêt d'autobus, il éprouvait une certaine douceur rémanente qui tenait purement et simplement au fait qu'elle plongeait ses racines dans le passé. Mais c'était un passé partagé, et cela suffisait à lui donner son prix. Ils auraient dû se marier, pensait-il aujourd'hui. Ils auraient fait cette démarche en toute innocence, l'innocence inhérente au code et au milieu d'alors. Non. Et au milieu d'alors, mais juste au moment où l'idée lui en était venue, elle lui avait annoncé ses fiançailles au fils du médecin du quartier. Son père, à elle, était ravi, et de fait, cela s'inscrivait dans une certaine logique. Quant à lui, il n'avait même pas eu le cœur brisé. À ce stade précoce, elle avait commencé à prendre un peu d'embonpoint, un peu de l'embonpoint de son père, et paraissait plus que son âge, plus âgé qu'il n'avait l'impression de l'être, lui, devant qui s'ouvraient tant de possibilités. Et il n'avait pas gardé le contact, s'était perdu de vue, et ne se reverrait jamais, ni n'échangerait de salut amical en se croisant dans la rue. J'en étais où, j'en étais où, j'en étais... ah voilà, tant de possibilités. Ah non, j'en ai pas. En se croisant dans la rue. C'était ce qui arrivait à certaines amitiés de jeunesse, et l'âge n'arrangeait rien à l'affaire. Mais le souvenir persistait malgré tout, étrangement, et cette fille lui apparaissait en rêve, inchangée, telle qu'elle était lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois en route pour l'école. Cette rêverie particulière, comme d'autres analogues, laissait dans son sillage un résidu de tristesse, non seulement de tristesse, mais de désenchantement pour la façon dont sa vie était organisée, ce petit appartement sombre avec ses voisins inconnus et le plus souvent passagers. Oh là 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 là, maman, tu m'entends? J'avais oublié de mettre mon micro. Oh là là là, bah tant pis, hein, on verra bien ce que ça donne. Oui, non mais le micro pour enregistrer, j'avais oublié de le mettre. Bon, écoute, on verra bien, on verra bien. Donc, je continue, je continue. Mon vie était organisée, voilà, j'en étais là. Donc, oui, avec ses voisins inconnus et le plus souvent passagers, la légère panique qu'il éprouvait en se réveillant à la perspective d'une nouvelle journée à affronter, une journée de bienveillance consciencieuse envers des gens qu'il ne connaîtrait jamais vraiment et dont il ne se souciait pas vraiment,